Combien sont-elles de victimes comme Clara? Peut-être 70, autant de vies brisées. Donc on est sur les lieux de l'agression en 1997, c'était notre maison. On venait d'emménager en juillet avec notre petite fille et voilà, c'était la maison du bonheur. Et il nous a tout gâché. À l'époque, avec son mari Lydian, ils sont tout juste parents d'une petite fille de 9 mois. Le 27 août 1997, à 5 h du matin, Lydian quitte son domicile pour se rendre au travail. Clara se retrouve seule avec son bébé. Et donc il a dû s'introduire à ce moment-là par le sous-sol. Et la fenêtre devant ici, c'est la cuisine. Donc il y a un escalier où on remonte directement. Et moi j'arrivais, comme j'étais jeune maman, je faisais mon ménage de bonne heure à 5 h du matin pour être tranquille après avec ma petite fille. Je suis arrivée dans ma cuisine et il est arrivé par derrière, par les escaliers du sous-sol. J'ai pas eu le temps de me retourner, il m'avait déjà attrapée avec un couteau sous la gorge. Comme je me suis débattue, il m'a claqué la tête par terre et quand je me suis réveillée, donc j'avais le nez en sang, j'ai eu 2 dents de cassées, mon oreille abîmée, parce que je me suis pas laissée faire au départ, quoi. Après, il m'a attachée, ligotée, bâillonnée. Ça a duré un certain temps et il me menaçait toujours. Si je voulais pas, il disait qu'il allait tuer mon bébé. Ensuite, il m'a emmenée dans la salle de bain pour me déshabiller. Il m'a fait asseoir sur la baignoire et... Voilà. Comment dire? Après une demi-heure de calvaire, le prend enfin la fuite. Clara est en état de choc et prévient son mari. On a essayé de faire le tour de D'aulnoy, parce que j'avais qu'une envie, c'était de le retrouver et de le massacrer. Le mot est faible. Et bien sûr, on ne l'a pas retrouvé. Et puis, on est allé directement au commissariat. On est allé au commissariat. Clara est incapable de fournir un portrait robot. À aucun moment, elle n'a pu voir le visage de son agresseur. Il le dissimulait derrière une cagoule. Mais je peux reconnaître ses mains, sa voix, j'ai même encore son odeur. Même 21 ans après, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Depuis mercredi dernier, elle peut enfin mettre un visage et un nom sur son agresseur. Il s'agirait de Dino Scala, un homme qui pendant des années a réussi à cacher la face sombre de sa personnalité. D'un côté, il y a le bon père de famille, un mari aimant et un collègue apprécié de tous. De l'autre, le prédateur sexuel capable de la plus grande violence pour assouvir ses pulsions. La plus jeune de ses victimes aurait seulement 13 ans. Comment Dino Scala a-t-il pu tenir en échec tous les enquêteurs de la police judiciaire pendant près de 30 ans? Les premiers auraient commencé dès 1988 dans le département du Nord, près de Maubeuge. Au fil des ans, les agressions se multiplient dans une zone de 30 km située entre la France et la Belgique. Très vite, les enquêteurs sont convaincus d'avoir affaire à un seul et même homme. Qu'il agisse à l'intérieur des maisons ou en pleine rue, le mode opératoire est toujours le même. Au petit matin, entre 5 et 7 heures, il repère des femmes isolées et les attaque par surprise. Il les menace avec un couteau puis les ligote à l'aide d'une cordelette. Pour éviter d'être reconnu, il dissimule son visage. Celui que la presse surnomme le voleur de la Sambre est un agresseur méthodique et insaisissable. En 1997, une nouvelle victime parvient enfin à voir son visage et dresse ce portrait robot. Les enquêteurs disposent aussi de traces ADN. Un même profil génétique est identifié dans 19 cas. Mais l'homme reste introuvable. Il faudra attendre encore 20 ans pour qu'il commette l'erreur qui lui sera fatale. Juste de l'autre côté de la frontière, à Erquelin en Belgique. Depuis 2004, rien que dans cette commune, 7 femmes ont été agressées. David Lavaux, le maire de la ville, fait face à un climat de psychose.
Les femmes ont peur de se déplacer le matin. C'est toujours en janvier, en février ou en novembre, au moment où le soleil se lève beaucoup plus tard. Il fait obscur, les jeunes filles ont peur d'aller à l'école. Et donc on a quand même un climat qui s'instaure et qui n'est rassurant pour personne. On a mis des patrouilles le matin en essayant de trouver ce fameux... mais ça n'a donné aucun résultat. Il y a un mois, l'homme frappe à nouveau en plein centre-ville. Le 5 février dernier, au petit matin, Maureen, une adolescente de 15 ans, emprunte un raccourci qui passe par la gare pour se rendre à son lycée. L'endroit est désert. Elle marche sur le quai et puis un individu l'agresse par l'arrière. Il l'entraîne ici, dans ce coin où on est un peu plus à l'obscurité, on est dans les buissons. Et à ce moment-là, il lui fait part de... Il la touche et lui dit « laisse-toi faire, j'en ai besoin ». Heureusement, elle arrive à se dégager. Et d'ici, elle court vite vers la gare qui se trouve là et vers les conducteurs des bus qui, à ce moment-là, appellent la police directement. L'agresseur réussit encore une fois à prendre la fuite sans se faire repérer. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il ignore que la ville s'est récemment équipée de caméras de vidéosurveillance, notamment sur le parking de la gare. Le 5 février 2018, les caméras qui se trouvent là ne vont pas voir l'agresseur, ne vont pas voir l'agression, mais elles vont nous permettre de figer la situation en termes de voitures stationnées dans le quartier. On va repérer un véhicule qui n'est pas du quartier, qu'on n'identifie pas forcément, comme quelqu'un qui utilise régulièrement le train ou qui se gare dans le quartier habituellement. Au centre de vidéosurveillance de la police, Bonjour Pascal. Ça va ? les images sont disséquées. On est sur les caméras de la gare là. Oui. Le véhicule suspect est une 206 comme celle-ci. La vidéo ne permet d'identifier qu'une partie de la plaque minéralogique. Seule certitude, la voiture est immatriculée en France. Immédiatement, ces informations sont transmises aux autorités françaises. La police judiciaire de Lille est en charge de l'enquête. Cela fait plus de 20 ans que les équipes du commissaire Muller travaillent sur le cœur de la Sambre, jusque-là sans succès. On a l'élément clé qui est une vidéosurveillance qui nous permet d'avoir la voiture, le type de voiture, ce qu'on avait déjà eu à maintes reprises, mais surtout d'avoir un élément partiel de la plaque qui nous permet après de travailler, d'approfondir. La traque commence et les policiers épluchent les plaques d'immatriculation de toutes les Peugeot 206 de la région. Ils parviennent à identifier le propriétaire du véhicule suspect. Il s'agit de Dino Scala. Il est âgé de 56 ans. L'homme est placé sous surveillance. Il habite ce petit pavillon dans la commune de Pont-sur-Sambre. Il est totalement inconnu des services de police et pour cause, il mène une existence sans histoire. C'est un père de famille, il a 5 enfants et il est marié depuis plus de 25 ans. Il est agent de maintenance dans cette usine située à Gemont à la frontière belge. La police pense enfin être sur une bonne piste, car cette usine se trouve à seulement une centaine de mètres à vol d'oiseau de la gare d'Erqueline, lieu de la dernière agression. Mais surtout, le suspect ressemble étrangement au portrait robot. Il n'en faut pas plus aux policiers pour passer à l'action. Lundi dernier au petit matin, Dino Scala se rend à son travail lorsqu'il est interpellé. Dans sa voiture, les enquêteurs découvrent des préservatifs et un couteau. Ils préviennent immédiatement le commissaire Muller. Le chef de groupe qui est en charge du dossier maintenant depuis plus de 10 ans prend contact avec nous et nous dit immédiatement « c'est lui ». Je connais le dossier parfaitement, il correspond à la personne qui se dégage du dossier. C'est son attitude, son signalement, son comportement fait que je sais que c'est lui. Dino Scala est placé en garde à vue. Un prélèvement ADN est effectué et dès lundi après-midi, les résultats tombent. Il est bien le recherché depuis 30 ans.
Dans ce bureau de la police criminelle, il est interrogé. Dino Scala est accompagné par son avocat, Maître Moreau. Face aux preuves, le suspect ne cherche pas à nier. Très rapidement, il passe aux aveux. Les aveux de M. Scala ont été spontanés, ils n'ont pas été extorqués, ils n'ont pas été faits sous la contrainte. Il a décidé effectivement de collaborer. Et quand il va passer aux aveux, effectivement, et il le confirmera plus tard, c'est l'état d'esprit dans lequel il se trouve aujourd'hui, il va se dire soulagé, libéré. Dès cette première audition, Dino Scala reconnaît une quarantaine de... Il explique agir sous l'emprise de pulsions qu'il est incapable de réfréner. Dans la région, l'arrestation de Dino Scala est une onde de choc. Il aurait donc sévi le matin avant de se rendre à son travail. Ludovic, l'un de ses collègues à l'usine, se refait le film de ces dernières années. Dino arrivait très tôt le matin, le temps de prendre son service tranquillement, boire son petit café, discuter avec les collègues. On parlait de tout, on parlait de travail. Parce que Dino, on va dire, était connu comme le loup blanc. Il savait à peu près tout faire. C'était, on va dire, c'était la mascotte de l'usine. Mais moi, jamais j'aurais cru que c'était passé. Parce qu'il arrivait le matin et il avait toujours son petit bonnet, ses gants et tout ça. Et il était, on va dire, nickel le matin quoi, quand il arrivait. Il n'était pas débraillé, quoi que ce soit. Il n'avait pas de griffes, rien du tout au visage. Pendant son temps libre, Dino Scala pratique de nombreuses activités. C'est un amateur de sport. Il coache des équipes de foot dans la région et fait aussi régulièrement des randonnées en VTT avec Richard, l'un de ses meilleurs amis. Alors voilà le maillot que porte Dino sur chaque randonnée. Pour moi, c'était un ami. Il venait manger à la maison, il venait ici, on buvait une bière ensemble, on discutait pendant quelquefois une demi-heure, 1 heure. Comme tous les proches, Richard n'a jamais rien remarqué d'anormal dans le comportement de Dino. Quand nous faisons nos sorties, tout le monde nous suit, les épouses, les enfants, tout le monde est là. Et Dino n'a jamais eu aucun geste, jamais une parole déplacée envers qui que ce soit. Donc aujourd'hui, j'y pense, à tout ce qu'il m'a raconté sur sa famille. Je pense à sa femme qui doit souffrir énormément, ses enfants aussi. Donc tout le monde autour de Dino, moi je souffre. De son côté, Clara, qui a été agressée chez elle, vient de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Elle encourage les autres victimes potentielles de Dino Scala à faire front commun devant la justice. Il faut se regrouper pour que déjà il soit puni et puis que ce soit reconnu. Et puis ça peut aider pour d'autres femmes qui ont subi... Il faut absolument parler, maintenant oser en parler, ne pas avoir peur. Et pour vous, qu'est-ce que vous attendez ? Je pense que ça va être une autre vie. Je pense que je vais peut-être pouvoir enfin guérir de cette angoisse, passer des nuits normales. Enfin. Essayer de tourner la page, c'est une expression que j'aime pas parce que ce sera toujours là. Vivre une autre vie maintenant, c'est quand même un soulagement. Malgré ses aveux et l'ADN qui le confond, Dino Scala est toujours présumé innocent. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Aujourd'hui, pour les policiers, l'enquête ne fait que commencer. Ils s'intéressent à de nombreux viols et agressions sexuelles non élucidées dans la région. Dino Scala pourrait être impliqué dans plus de 70 affaires.